Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et je suis là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Vancouver. Cowboy contre Gaethje, ça a lieu à Vancouver évidemment ce samedi 14 septembre. Et puis il y a 12 combats sur cette carte-là. Je suis là aujourd'hui pour mes analyses et prédictions complètes pour chacun de ces combats-là. Étrangement, pour une carte canadienne, je vous dirais, il n'y a pas tant de combattants canadiens. Oui, il y en a plusieurs, mais c'est pas une carte autant canadienne, je vous dirais, que les cartes d'Ottawa et d'Edmonton qu'on a vu plus tôt cette année. Mais il y a quand même de la bonne action. Même si les Canadiens, je vous dirais, sont peut-être pas dans de très bons style match-up sur cette carte-là en général. Mais on va y en venir. On va commencer cependant avec le combat principal de la soirée. Et la raison pourquoi la majorité des gens vont écouter cette carte-là, c'est Justin Gaethje et Donald Cowboy Cerrone qui vont s'affronter chez les 155 livres dans un combat qui promet, qui, selon moi, et je l'écris dans un article d'ailleurs sur mmtalk.ca, qui a aucune chance de décevoir. Cependant, je ne sais pas si je m'attends à un long combat, vraiment, pour être honnête avec vous. Je m'attends pas à ce que ça voie la décision des juges. Justin Gaethje est beaucoup trop un malade pour que chacun de ses combats ne se rende pas à la décision. T'sais. Ça va être très difficile, je crois, de faire 5 rounds sans que quelqu'un se fasse finir dans ce combat-là. Et ça va être à cause de Justin Gaethje, parce que on s'entend, c'est lui le malade dans ce combat-là. Cowboy Cerrone, oui, est un action fighter absolument incroyable, est un des plus grands finishers qu'on a vu dans l'histoire du sport, mais est pas un gars qui va courir après son finish comme le fait un Justin Gaethje. Le Gaethje est littéralement un gars qui va de l'avant, qui lance le plus de volume incluant du power dans son volume. Puis ça qui fait qu'il est très bon, c'est qu'il est capable de faire ça pendant 25 minutes sans se fatiguer. Mais le gars lance non seulement du volume, mais lance beaucoup de power aussi. Constamment. Veut faire très mal à ses adversaires et défend les coups de poing avec sa tête. C'est pas mal sa manière de défendre les coups de poing. Et puis son but, c'est de dropper son adversaire avant que lui tombe. Puis on a vu historiquement qu'il peut finir par tomber. Mais il faut que tu fasses ça de façon absolument experte. Puis ça viendra jamais avant comme la fin du 3e round ou le début du 4e round. Justin Gaethje, c'est juste pas un gars que t'arrives puis que bang, tu le surprends dans quelque chose puis tu le finis. Cowboy est bon justement quand le combat va un peu plus loin. C'est un slow starter, c'est notoire, et puis c'est ça qui me fait juste penser que ça ira peut-être pas super bien pour lui ici, parce que Justin Gaethje n'est pas un slow starter. Justin Gaethje va courir après Cowboy Cerrone dès les premiers instants de ce combat-là. Ils mettent beaucoup de pression sur lui, et puis c'est exactement de cette façon-là qu'on a vu Cowboy perdre ses combats, souvent au premier round même, je vous dirais. Donc c'est pas mal ça ma prédiction ici. Justin Gaethje par TKO au premier round, mais tabarnouche, si Cowboy survit à ce premier round-là, plus le combat va avancer, plus Cowboy va être confortable dans le style de combat que Justin Gaethje va nécessairement le forcer à disputer. Et puis je pense que plus le combat avance, plus Cowboy va peut-être avoir la chance de réussir à set-upper un finish comme lui seul est capable de le faire. Mais je pense que ça va être très difficile de passer le premier round contre Justin Gaethje, pour être bien honnête avec vous. Fait que c'est littéralement ça ma prédiction. Justin Gaethje par TKO au premier round. Le co-main event de la soirée est un autre combat excitant, un genre de combat de la croisée des chemins, je vous dirais. C'est chez les 205 livres. Glover Teixeira affronte Nikita Krylov. Et tout le monde aime Nikita Krylov, c'est normal, c'est la version ukrainienne de Justin Gaethje, littéralement. C'est un Mongol, c'est un gars qui est vraiment très brouillon dans son style encore, même si on voit qu'il est plus poli en termes de polissage là, que quand il est arrivé dans l'UFC à sa première run, qui était absolument un des combattants les plus raw sur le roster, qui pouvait à la fois te finir en 30 secondes ou se faire passer un Von Frou ou un Von Prue choke par Ovin Saint Prue. Donc écoute, on est capable du meilleur comme du pire pour Nikita Krylov, puis autant il s'est beaucoup amélioré, j'ai vraiment de la misère à m'enlever les images dans la tête de lui qui passe des combats sur son dos à pas vraiment trop savoir quoi faire, puis en étant pas mal pris là. Et Glover Teixeira, oui, a ralenti, oui, n'est plus un championship level fighter, mais ce qu'il nous a montré dans les dernières années, c'est justement un peu à la Andrei Arlovski, mais ça marche beaucoup mieux dans le cas de Glover que dans le cas d'Andrei Arlovski. C'est que c'est un combattant qui est devenu plus intelligent, qui va chercher beaucoup plus de takedowns, qui sait, c'est une excellente black belt en jiu au sol. Puis avant, oui, c'est un gars qui aime échanger, c'est un combattant debout, je vous dirais, de prime et d'abord, Glover Teixeira. Mais maintenant, qu'il a vieilli, puis qu'il sait qu'il est peut-être plus autant
puissant, autant explosif et autant rapide qu'il l'était dans son jeune temps, il va beaucoup chercher des takedowns et puis ça sert beaucoup plus de son combat au sol. Puis cet aspect-là du combat de Glover Teixeira, combiné avec le fait que Nikita Krylov a beaucoup de la misère à défendre des takedowns puis à se retrouver, de se relever quand il se retrouve sur son dos, me fait croire que Glover va probablement gagner ce combat-là par soumission, c'est René Ketchuk ou quelque chose comme ça, je vous dirais, au deuxième round. Ensuite, un autre combat très intéressant, mais on dirait pas pour les raisons de deux contenders qui s'affrontent. C'est un combat intéressant parce que Dieu sait qu'est-ce qui va arriver. C'est chez les poids lourds. C'est le retour de Todd Duffy qui affronte Jeff Hughes. Jeff Lights Out Hughes qui, pour vrai, est un des meilleurs prospects chez les poids lourds. Il a été très, très décevant dans son premier combat contre Maurice Green, qui est un gars qui avait déjà battu. Il l'avait battu par décision unanime de 5 rounds. C'était pour le titre de la LFA dans ce temps-là. Puis c'est Hughes qui avait gagné facilement. Je vous dirais même ça n'avait pas été un combat tant difficile pour lui, mais là il y a eu de la misère avec le range, il y a eu de la misère avec tout ce que Maurice Green a fait, là, littéralement, et puis il a juste été inactif, j'ai trouvé dans ce combat-là. C'est un combattant qui est beaucoup plus actif que ça. C'est un partner d'entraînement de Stipe Miocic et d'Alexa Kamur notamment. C'est quelqu'un qui est habitué d'avoir des gros rounds dans le training, puis c'est un bon boxeur. C'est quelqu'un qui, un peu comme Stipe, je vous dirais, a pas peur d'aller chercher un takedown puis de contrôler dans la cage un peu au besoin, mais c'est quelqu'un qui aime boxer, c'est quelqu'un qui aime se servir de ses mains. Et puis, on l'a vu dans ses autres combats, il est très tough. C'est un combattant qui est tough, puis je pense que mon bottom line pour ce combat-là, c'est exactement ça. Todd Duffy est un tueur, oui, est un des heavyweights les plus explosifs, mais tu sais, là, il a vieilli, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on l'a pas vu se battre, c'est pas plus, et puis, Dieu sait à quoi on doit s'attendre de Todd Duffy, mais si c'est le même Todd Duffy qu'avant, c'est un killed or be killed comme fighter, que ce qu'on appelle souvent un glass cannon, quelqu'un qui va soit démonter ses adversaires à quelques minutes, voire même quelques secondes, ou complètement s'écrouler et puis perdre genre par TKO. Et puis comme on dirait, j'ai pas le choix de combiner ça avec le fait que Jeff Hughes est tough. Puis oui, est un gars que, tu sais, selon moi, Todd Duffy est peut-être plus skilled un peu que Jeff Hughes en ce moment, peut-être de meilleurs atouts, de meilleurs attributs physiques, comme j'ai dit, que Jeff Hughes. Mais on dirait que je peux pas me fier sur Todd Duffy, mettons, dans un deuxième round, si Jeff Hughes commence à avoir un peu de succès, de pas juste dire non, regarde, ça allait bien, puis là ça va plus bien, puis juste de fold et puis de se faire finir. Donc j'ai Jeff Hughes par TKO au deuxième round dans ce combat-là. Ce qui nous mène au premier combat avec un Canadien, c'est chez les 170 livres, c'est short notice, et puis ça va, oh my god, c'est Michel Pereira qui affronte le Canadien Tristan Connolly. Donc Michel Pereira, ça c'est l'énorme Brésilien de 170 livres qui est probablement aussi gros que Paulo Costa, et puis qui court sur la cage, qui fait des backflips un peu n'importe où, et puis qui a knock-out Danny Roberts à son premier combat avec un flying knee to straight right hand combination qui avait absolument aucun bon sens, mais que ça commence à marcher parce qu'il est juste énorme, puissant et athlétique et explosif comme jamais. L'affaire, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas grand chose en arrière de ça. Et puis je pense qu'un gars comme Tristan Connolly, qui a pas peur justement de s'engager dans une guerre puis à la limite brawler avec quelqu'un, c'est pas un bon match-up pour Michel Pereira. Le problème, c'est que Tristan Connolly, c'est un 155 livres. Et Michel Pereira est littéralement un 185. Je ne sais pas comment il fait pour faire 170, mais Tristan Connolly va se battre à une catégorie de poids plus élevée que la catégorie de poids qui a rapport dedans, je vous dirais, en général, et il va se battre contre probablement la plus grosse personne dans cette division-là, et la plus grosse qui est à la fois la plus explosive, et c'est littéralement le Yoel Romero 170 livres, mais il est plus actif que Yoel. C'est le genre de gars qui va absolument vider son gas tank au complet au premier round en essayant de flying knee to right hand combination, mais souvent ça marche parce qu'il est tellement gros, il est tellement explosif. Donc d'après moi, il va gagner probablement par KO au premier round contre Tristan Connolly, que je suis excessivement content que Tristan Connolly obtienne sa chance dans l'UFC. C'est quelqu'un qui a gagné 8 de ses 9 derniers combats là, au Canada. Il est excellent, c'est un bon combattant, il est capable d'être technique debout, il est capable de brawler, c'est une black belt au sol, il sait ce qu'il fait. Ça va être un bon, je vous dirais,
middle of the pack lightweight s'il a la chance de avoir des combats là. Puis il va l'avoir, là, il vient de faire une faveur à l'UFC en sauvant le combat de Michel Pereira qui était probablement juste là pour knocker quelqu'un au premier round. Sergey Khandozhko, ça aurait pas été aussi facile, mais ça aurait pu arriver. Mais tout ça pour dire que Michel Pereira est sur la carte grâce à Tristan Connolly. Donc il vient de faire une faveur à l'UFC. Puis pour sûrement lui rendre la faveur de laisser aller se battre à 155 livres, voir ce qu'il est capable de faire. Puis je pense qu'il va être capable de bien faire. Mais dans ce combat-là, ça va être très difficile. Fait que j'ai Pereira KO premier round. Ensuite, 185 livres. Uriah Hall affronte Antonio Carlos Jr. Et puis, je sais pas pourquoi, je suis pas capable de ne pas pick Uriah Hall dans ce combat-là. Puis on dirait ça va contre toutes mes valeurs. Je pique jamais Uriah Hall. Le gars se faisait péter la gueule par Bevan Lewis, littéralement, avant de le knocker. C'est quelqu'un qui est un master du comeback win. Il a tous les attributs du monde, mais il s'en sert jamais. Puis il est capable de sortir des méga performances, genre se péter un orteil, puis quand même out Muay Thai Thiago Santos. Mais il est aussi capable de perdre des combats qu'il devrait jamais perdre. Et puis c'est un des combattants les plus incompréhensibles qu'on aura vu dans l'histoire du MMA, mais tout ça pour dire que je ne sais pas ce que ça vaut, mais il s'est jamais fait soumettre encore. Et puis on s'entend, Antonio Carlos Jr. ne va probablement pas passer un KO à Uriah Hall debout. Il va probablement essayer de l'amener au sol puis de le soumettre. Et oui, ça va absolument être le meilleur combattant au sol que Uriah Hall va avoir affronté. Et oui, il y a de très bonnes chances qu'il fasse juste le soumettre puis qu'il gagne le combat. Je pense probablement qu'il est favori puis probablement que c'est ça qui devrait et qui va arriver dans ce combat-là. Mais, comme je t'ai dit, j'ai jamais vu Uriah Hall se faire soumettre, jamais. Puis je l'ai vu perdre. J'ai vu perdre des split decisions contre John Howard puis des asti niaiseries de même, mais je l'ai jamais vu se faire soumettre. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de gars qui est super dur à soumettre, même si c'était une ultra high level black belt, parce que c'est juste un gros gars super explosif qui est capable de juste exploser en dehors de plein de positions au sol d'une manière dont personne ne peut vraiment comprendre dont il fait. Et puis, regarde, je pense que pour cette raison-là, je peux pas me fier sur Antonio Carlos Jr. de finir Uriah Hall. Puis qu'est-ce qui arrive à Antonio Carlos Jr. quand il finit pas ses adversaires? Ben, il gaz out au troisième round puis il se fait brutaliser. Puis écoute, s'il gaz out au troisième round, ça va finir comme Chris Jotko. Puis demandez à Christophe Jotko qu'est-ce qu'il en pense de son combat contre Uriah Hall. Il pense qu'il a gagné chaque seconde de ce combat-là jusqu'au moment où il a gaz out puis il s'est fait exploser dans un autre univers. Et puis je pense que c'est ça qui va arriver avec Antonio Carlos Jr. Fait que somehow mon pick c'est Uriah Hall par TKO au troisième round. Ah, je suis pas sûr que je vais gager de l'argent là-dessus, mais bref, on s'en va toujours sur la main card. Je pense que c'est le premier combat de la main card, exactement, chez les 205 livres. Misha Cirkunov contre Jimmy Crute. Et puis mon pick ça va être Cirkunov dans ce combat-là, puis c'est pour la simple et unique raison que c'est un excellent grappler, puis c'est quelqu'un qui a tendance à chercher le combat au sol. Il veut toujours shooter des takedowns dans la majorité de ses combats, du moins il essaye. Et puis je pense que s'il amène Jimmy Crute au sol, il va probablement le soumettre assez facilement. Je ne sais pas s'il va se rendre jusque-là. Crute, je ne sais pas, il gagne ses combats, mais m'impressionne pas tant que ça. Debout, semble avoir un quelconque power, parce que véritablement il fait mal à ses adversaires, mais on dirait que c'est pas quelque chose que tu vois vraiment. Des fois, c'est juste un sneaky punch qui a l'air de bien connecter, mais il a l'air encore raw. Il a l'air d'être un peu trop hésitant, je dirais, debout. Lance peut-être pas assez ses mains. Il a eu des belles performances au sol quand même. Il a soumis Paul Craig, qui est littéralement l'as de soumettre les gens dans cette division-là. Donc, c'est un bon combattant au sol et tout, mais je pense que s'il se retrouve sur son dos contre Misha Cirkunov, c'est vraiment la seule place que tu veux vraiment pas te retrouver contre Misha Cirkunov. Et puis, je dois me fier à Misha qui a fait ses devoirs là, dans ce combat-là, puis qui n'avait pas juste échangé debout. Parce que s'il échange debout, Crute a genre le sneaky power avec la combinaison du menton à Misha qui est juste pas très bon, qui va faire que Crute va probablement lui passer un KO. Donc c'est vraiment l'avantage de Cirkunov d'aller chercher le takedown. Je pense pas que ça va être si dur que ça d'aller chercher le takedown dans ce combat-là. Donc c'est pourquoi c'est mon pick. Mais encore une fois, c'est pas un pick en lequel j'ai beaucoup confiance, parce qu'on dirait que pick Misha Cirkunov pour gagner des combats récemment, c'est difficile. C'est très difficile.
Ça nous mène au préliminaire. Et c'est Marcin Tybura contre Augusto Sakai qui va être le main event des prelims sur cette carte-là. Et le prochain combat dont on va parler. Sakai, un peu à l'image de Jimmy Crute, ne m'impressionne pas du tout. À l'air d'un genre de heavyweight qui veut se battre en volume parce qu'il n'y a pas full le power, mais qu'il a tendance à dévier de sa stratégie quand il se fait counter pour juste brawler. Et puis, tu sais, je pense que Marcin Tybura est un bon striker et quelqu'un de plus calculé que ça debout et quelqu'un qui time bien ses takedowns chez les poids lourds. Et puis, je pense que ça va être la clé du succès dans ce combat-là pour Marcin face à Augusto Sakai, de juste l'amener au sol, essayer de faire du dommage là. Oui, peut-être te battre sur le reculon debout parce que Sakai quelqu'un qui veut aller de l'avant, mais peut-être pas quelqu'un qui excelle tant de là. Il est counterable. Là. Andrea, lorsqu'il le counter à de maintes reprises, et oui, Sakai a gagné ce combat-là, c'est clairement, mais Arlovski était capable de toucher des counters, puis je pense que si Tybura est capable d'avoir cette approche-là dans ce combat-là, mais en ajoutant du grappling, en ajoutant des takedowns à ça, chose que je suis pas mal sûr qu'il veut faire dans ce combat-là, pour lui avoir parlé sur mon podcast notamment, mais tu sais, Marcin Tybura est un des heavyweights qui va chercher le plus de takedowns dans ses combats puis qui est vraiment à l'aise de travailler au sol, donc je pense que c'est à son avantage ici, puis c'est pourquoi je crois qu'il va gagner par décision dans un combat typique de heavyweight qui sont très bons pour amener ça à la décision. Donc deux des seuls heavyweights qui vont probablement être capables de se battre pendant 3 rounds sans trop gaz out badly. Puis je vous dis pas qu'ils vont pas être gaz out au 3e round, mais je vous dis que ça va être probablement moins pire que si Greg Hardy était au 3e round d'un combat. Ensuite, selon moi, le 2e combat le plus intéressant sur cette carte-là, après le main event, c'est chez les 135 livres. C'est notre Canadien Cole Smith qui affronte Miles Johns, un des meilleurs prospects chez les 135 livres, à faire son entrée dans l'UFC, ça depuis un bon moment. C'est un gars qui a commencé à se battre en 2014. Moi, j'ai commencé à le suivre, je vous dirais, en 2015, quand il a commencé à se battre en LFA. Puis qui... Écoute, ce gars-là a battu des adversaires avec des bonnes fiches dès ses premiers combats pro, puis ça a juste jamais arrêté. Puis là, il arrive dans l'UFC, et puis il a affronté littéralement en 9 combats pro de la meilleure compétition que déjà des gars qui ont 2-3 combats dans l'UFC. Donc, crime, ça va être dur de pas le prendre ici, parce que c'est un combattant excessivement complet, il a des bonnes mains, il est capable d'échanger debout, il est quand même très conscient défensivement de ce qu'il fait. C'est un bon lutteur aussi, évidemment, ça prend ça, mais c'est un bon lutteur, c'est quelque chose qui est très engrainé dans sa game, c'est quelque chose qu'il fait régulièrement, va chercher des takedowns, contrôle bien les positions dans le clinch. Je vous dis, c'est un combattant qui arrive et qui a l'air vraiment plus poli, selon moi, que quelqu'un qui a juste 9 combats pro. Et puis Cole Smith est un très très grand lightweight. Oui, il est grand comme un lightweight, basically, mais c'est un bantamweight. Mais il est un très grand bantamweight, grand comme un lightweight, qui a un background en Muay Thai. Cependant, on l'a vu un peu se faire rocker par Mitch Gagnon. Je ne sais pas jusqu'à quel point son combat debout est up to par avec celui d'un Miles John. Je pense qu'au niveau de la lutte, ça va être intéressant de voir, parce que j'ai l'impression qu'on a Cole Smith qui est très grand et puis qui a un physique fait naturel pour ce genre de position-là, pour être en contrôle, puis être lourd, puis être fatigant quand il te colle dans le clinch contre la cage. Puis c'est quelque chose qui fait très très bien. Mais Miles John, je pense qu'il est peut-être un peu plus explosif, un peu plus athlétique. Et puis je pense que ça va être intéressant de voir technique contre technique, lequel va s'en sortir. Est-ce que c'est le gars qui est peut-être qui a un peu plus le physique de l'emploi, je vous dirais, contre le gars qui est plus explosif, puis qui est plus athlétique, puis qui est peut-être, selon moi, un peu plus rapide aussi. J'ai Miles Jones par décision dans ce combat-là. Je pense que c'est un excellent combat. Cependant, ça va être le combat que je vais avoir le plus hâte de regarder sur cette carte-là, en dehors du main event, et ce, de loin, parce que Cole Smith est, selon moi, un des meilleurs prospects dans l'UFC à ce poids-là, win or lose. Et c'est la même chose pour Miles Jones. Miles Jones est probablement, chez les 135 livres, proche du sommet de la liste, s'il n'est pas au sommet de la liste. Puis vite de même, je ne l'ai pas la liste, mais il y a des gros prospects à 135 livres. Donc je sais pas si il va tout de suite être au numéro 1, mais écoute, c'est un des meilleurs prospects. Je pense que en 2-3 combats UFC, si tout ce que j'ai espoir qui va se confirmer se confirme, ben ça va définitivement être un des meilleurs prospects dans l'UFC. J'ai donc Miles Jones par décision.
Ça nous mène à un autre combat de prospect chez les 135 livres toujours. Brad Katona face à Hunter Azure. Puis j'aime tellement pas le match-up là, pour Katona parce qu'il y a eu de la misère avec les takedowns de Merab Dvalishvili à son dernier combat. Et puis ils ont dit ok, t'as eu de la misère avec un lutteur à ton dernier combat, voici, affronte un lutteur équivalent. Et puis Azure est pas autant agressif qu'un Merab Dvalishvili que le gars va littéralement te take down, essayer de te laisser te relever debout pour te re-take down, puis il va juste jamais essayer, arrêter. Il y a un des paces les plus ridicules dans la division Bantamweight. Azure a peut-être un mini step down en pace, mais il y a tout un pace pareil, puis c'est quelqu'un qui va chercher le takedown, va même pas niaiser avec ça, va probablement dans ses premiers moves du combat lancer un jab. Et si son jab est le bon range, va lancer un jab avec un overhand, puis va tout de suite avec son overhand docker dans un takedown puis essayer de lutter immédiatement. Mais j'ai vu Brad Katona avoir de la difficulté avec ça à son dernier combat, puis il semblait pas d'avoir de réponse pour les takedowns de Dvalishvili. Fait que, à moins qu'il ait changé quelque chose du tout au tout dans cette courte période entre Ottawa puis Vancouver, ben, je vois pas comment il va avoir vraiment réponse au takedown d'Hunter Azure qui arrive là avec seulement 7 combats pro. Premier combat UFC, un gars du Contender Series, il est plus vert qu'un Dvalishvili qui a déjà affronté genre Ricky Simon puis des très bons gars dans cette division-là. Mais c'est un excellent lutteur qui arrive avec des excellents accomplissements. Puis souvent, c'est ces gars-là qui arrivent et qui ont du succès immédiatement dans l'UFC. J'ai donc Hunter Azure par décision dans ce combat-là. Malheureusement pour le Canadien Brad Katona. Puis que comme je disais, les Canadiens ont vraiment des difficiles match-ups sur cette carte-là. On s'en va ensuite à 145 livres. Chaz Kelly, Jordan Griffin. Basically striker versus grappler. Ici, si ça reste debout, Chaz Kelly va probablement se faire brasser un peu parce qu'il est game d'échanger debout, mais il est touchable puis il est comme pas très très bon là, c'est pas sa base. Si ça va au sol, ben probablement que Chaz Kelly va avoir l'avantage. Puis on dirait que j'ai juste vu Jordan Griffin perdre ce genre de combat-là trop souvent pour pas prendre Chaz Kelly par décision. On a donc Louis Smolka ensuite chez les 135 livres face à Ryan McDonald qui a eu l'air tough contre Gutierrez, il n'y a aucun doute, il était très tough, mais il a eu l'air pas mal du combattant bantamweight le plus brouillon dans tout l'UFC. Il en affronte un autre très 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 brouillon, le Louis Smolka, qui a du bon striking, même s'il s'en sert pas assez, qui est capable de takedown des gens, autant qu'il est incapable de défendre aucun takedown, mais qui est un des grapplers les plus intéressants au sol, puis qui va pas mal tout faire, je pense, pour amener ce combat-là dans cette genre de zone de grappling-là, où je pense pas que Ryan McDonald va vraiment être capable de rivaliser avec lui. J'ai donc Smolka par soumission au deuxième round et dans le premier combat de la soirée. Ça en est un autre qui m'intéresse beaucoup pour être franc avec vous. Ça implique un autre Canadien, Carl Prepolek, et ses débuts à 155 livres face à Austin Hubbard. Dans un combat qui est intéressant parce que pour vrai, si Carl Prepolek est capable de repousser les takedowns de Austin Hubbard, ça risque d'être un combat très compétitif debout, voire même à l'avantage du Canadien. Cependant, j'ai de la misère à penser qu'il va être capable de repousser les takedowns d'Austin Hubbard, qui est un très bon lutteur, que je pense que c'est son background en rentrant en MMA. Puis oui, c'est développé un bon striking, et oui, c'est vraiment un combattant complet, là. C'est pas un lutteur comme Hunter Azure, mettons, qui va arriver, tu le sais pertinemment qu'il va te lutter. Austin Hubbard aime arriver dans les combats puis utiliser ses mains, puis vraiment bien camoufler ses takedown attempts avec ses strikes. C'est quelqu'un qui set up très bien les deux ensemble, de très belles striking to grappling transitions, et puis c'est un bon combattant bien entraîné, tout comme Carl Prepolek, mais on a vu Prepolek avoir de la difficulté avec le combat au sol dans ses combats régionaux au Canada, et puis ça va être, d'après moi, difficile pour lui de stopper les takedowns d'Hubbard parce que Hubbard n'est pas évident justement à timer, et quelqu'un qui set up bien ses takedowns, qui a plusieurs façons d'aller chercher un takedown de ses combinaisons, et puis ça fait que c'est pas tout le temps quelqu'un qui va lancer jab overhand, takedown attempt, donc dès qu'il fait ça, tu le sais qu'il va shooter pour un takedown, donc tu te prépares pour le takedown, mais c'est ça, je pense que ça va être difficile. Puis d'après moi au sol, Hubbard va avoir du succès, il va probablement soumettre Carl Prepolek. J'ai donc Hubbard soumission au deuxième round, ça complète mes analyses et prédictions complètes pour cette carte-là de l'UFC Vancouver, l'UFC on ESPN plus 16 si je me trompe pas. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions, idées, cadeaux, et c'est ça.
partagez avec vos amis, abonnez-vous à MMA Talk sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, c'est MMA Talk, sur Twitter, c'est D-MMA Talk, et allez visiter le MMAtalk.ca, le plus beau site internet qui existe sur la Terre. Et puis on se parle une prochaine fois, probablement après cette carte-là, si le main event en vaut la peine.